Kagame, déjà, il n'abandonnera pas. Il faut lever l'option. Il n'abandonnera pas. Nous ne devons pas nous fier à sa bonne foi. Non, pas du tout. Dès l'instant. Mais attendez, on avait Kabila ici qu'on a traité de Rwandais. Il ne nous a jamais amené Kagame au stade des martyrs. On a chanté pour lui. Moi, je préfère loin Kabila que Tshisekedi, excusez-moi. Je préfère loin Kabila que Tshisekedi. Sur quel plan? Sur tous les plans. Tous les plans. Tout, sans exception. Tout. La forme, le fond. Les discours. Regardez. Même actuellement, je préfère encore l'attitude de Kabila. Si Kabila était comme Tshisekedi, mais on allait déjà avoir le feu dans ce pays-là. Les gens ne mesurent pas ces choses-là. Si Kabila avait les tempéraments de Tshisekedi, le Congo serait en feu. Mais Kabila aujourd'hui, c'est lui qui est lié à tout ce qui se passe dans notre parti. Qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille. On a tellement appris. On a tellement entendu. On nous a promis des choses. On pensait que le départ de Kabila allait changer les choses. Rien n'a changé. On s'est plaint de quoi de Kabila? Qu'est-ce qu'il a fait? Kabila n'a pas trouvé un État moderne dans ce pays. Kabila a pris le pouvoir, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'institution. S'il vous plaît. Kabila a pris le pouvoir après l'assassinat de son père. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Nous sommes très heureux que vous soyez là en train de nous regarder. Merci de votre confiance et bienvenue sur Politikon RDC, la force du détail. C'est ici où nous recevons des têtes pensantes qui pensent République démocratique du Congo, car nous estimons et nous sommes convaincus à notre fort intérieur que le Congo vaut plus que nos intérêts partisans et vaut plus que nos obédiences et même nos considérations politiques ou politiciennes, j'en sais pas trop. Voilà, on est là parce qu'il y a beaucoup de matières, beaucoup de sujets qui méritent l'éclairage de nos invités. Et dans le cadre de cette émission, nous avons fait venir sur ce plateau un visage qui vous est habitué, un visage que vous aimez tant et dont la pertinence est éprouvée depuis une certaine période. En tout cas, il parlera avec beaucoup d'objectivité, mais c'est avec beaucoup de pertinence, parce qu'ici, nous aimons non seulement les détails, mais aussi la pertinence et la profondeur. Nous avons reçu le président, un patriote résistant, Jacques Ndala. Merci de l'honneur, merci d'être venu. Merci beaucoup, cher Gédéon. Merci à tous les nombreux téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde. Et merci pour l'invitation. Comment d'abord la santé? Vous vous réveillez comment ce matin? Non, ça va, on tient le coup. Le Congo va très très mal, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Le Congo va très très mal et il nous est donc demandé, nous en tant que patriotes, de pouvoir nous lever à la rigueur avec les moyens que nous avons, comme on dit chez nous, c'est avec le petit morceau de bois ou de planche que vous avez en main, que vous pouvez, n'est-ce pas, tuer le serpent qui se retrouve à vos côtés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions encore une fois hausser les tons pour dire à ceux qui nous dirigent que notre pays va très mal et nous, on ne supporte pas cette situation. Nous devons dire, nous devons parler et ils n'ont pas le droit de nous faire peur ou de nous faire des chantages ou de nous menacer. Donc nous ne parlons que du Congo. S'ils n'étaient pas au pouvoir, je pense qu'on n'allait pas parler d'eux. Nous parlons d'eux parce qu'ils sont là et ils ont notre destin et le destin de nos enfants entre leurs mains. Alors nous avons l'obligation de leur rappeler leurs responsabilités. Je vous vois avec une photo de c'est Kimbangu ou Kimpavita, je ne sais pas trop. C'est Fumu Kimbangu qui est pour nous. Vous vous identifiez à son combat, à ses idéaux, en quelque sorte? Tout à fait. Fumu Kimbangu est au-delà de la lutte politique et économique, parce que tout ce qui nous bloque, nous aujourd'hui, c'est ça ce que nous pensons, nous avons réfléchi. Après 64 ans
d'indépendance entre guillemets, parce qu'en fait, pour nous, c'est une indépendance des façades. Donc, je crois que la véritable indépendance devait commencer par l'indépendance spirituelle pour nous permettre de nous approprier, évidemment. L'indépendance spirituelle, voilà. Tout à fait. On a pour la première fois quelqu'un qui a le mot qu'il faut, l'indépendance spirituelle. Spirituelle et retour aux valeurs ancestrales. C'est pourquoi, vous voyez, nous, quand on parle du mouvement de réveil des prises de conscience, où je suis président national, nous ne parlons pas d'idéologie ou des philosophies empruntées donc, ailleurs, donc socialistes, communistes, gauche, calquées sur le modèle étranger. Pas du tout. Nous, d'abord, après 64 ans, nous avons fait les constats, nous avons fait les bilans, nous disons qu'il faut la rupture. Nous devons nous arrêter. C'est notre idéologie, nous arrêter. La rupture avec comme fondamentaux la révolution des mentalités, qui sera évidemment liée à cet éveil spirituel, n'est-ce pas, à cette indépendance spirituelle, et surtout les retours aux valeurs ancestrales. Et pourquoi l'indépendance spirituelle? Parce que nous considérons que tout, c'est le spirituel qui se trouve au-dessus de tout. L'homme a trois parties. Vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Mais la véritable vie de l'homme, la véritable conception, inspiration, le contact direct avec le surnaturel passe par l'esprit. Et donc, nous pensons que le Congo n'a jamais été indépendant depuis 1960. Comme l'a dit un colonel belge, j'oublie son nom, le colonel belge a dit après l'indépendance sera comme l'après-indépendance. Jusqu'à ce jour, si vous observez bien, peut-être parce que les gens n'observent pas, vous n'attirez pas vraiment d'attention. Vous allez remarquer qu'au fait, nous sommes toujours un peu sous la colonisation, mais sauf qu'elle a changé les personnes. Nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle le néocolonialisme. On parle du néocolonialisme voilà, nous sommes à travers la culture, à travers le média notamment. Non, même pas à travers tout cela. Moi, je parle du néocolonialisme où nous nous retrouvons Congolais, colonisés par des Congolais qui sont au sommet de l'État. Les chefs de l'État, les sénateurs, les députés, les ministres et les gouverneurs, ils sont aujourd'hui, se sont transformés en colons. Les colons belges partis, ils sont restés. Et même dans leurs croyances, même dans leur exercice des pouvoirs, vous verrez la majorité, la plupart, ils sont dans la Maïkari, Rose-Croix, franc-maçonnerie. Ce sont des confréries qui ne sont pas mauvaises du tout, qui ne sont pas mauvaises du tout, mais seulement elles sont confréries liées à quelle valeur ancestrale? C'est la grande question. Les gens ne savent pas. Que ce soit la Rose-Croix, que ce soit le Maïkari, que ce soit le franc-maçonnerie, ce sont des confréries des ancêtres d'une certaine nation. En tant que Congo, nous avons une destinée prophétique et nous devons s'identifier à ça pour que l'essence enfin arrive. Tout à fait. Nous devons nous identifier à cela et nous imprégner de ces choses, de ces réalités-là pour pouvoir nous mettre au plus haut niveau. Tout doit partir de là. Dès l'instant où nous restons accrochés, je vais choquer les esprits des gens, à ce Dieu de la Bible avec l'évangile de Jésus-Christ, nous serons condamnés à être sous les ordres des Occidentaux, parce que ça, c'est leur puissance. Quand on vous demande de payer la dîme, la source, ça ne vient pas de Dieu. La dîme, c'est une histoire inventée comme un peu une forme de taxe. Donc les gens ne savent pas. Tous ceux qui prient aujourd'hui, regardez bien. Là, vous crevez l'abcès, vous ouvrez notre débat tout à fait qui risque c'est important que je le dise, de ne pas de prendre de proportions assez considérables. Je sais que vous êtes chrétien, ça va vous choquer, mais c'est vrai, laissez-moi m'exprimer. On est en démocratie libre, liberté d'opinion. Ce que vous croyez, en fait, ce sont des croyances populaires. Où les gens sont gênés. Ah, si je dis que Christ n'est pas Dieu, si je dis que Christ ne m'a pas sauvé, si je ne suis pas baptisé, je serai un peu marginalisé dans la société. Ce sont des croyances populaires. Et ce sont des divinités sataniques. Tout. Regardez dans les églises, toutes les églises, il y a toujours un patron là, qui est assis comme Dieu. Même dans cette Bible-là, c'est écrit, Dieu n'est pas là où vous priez là. Parce que le diable est assis même sur le trône. Allez-y. Parce que là, vous avez parlé de l'indépendance spirituelle. Vous avez parlé de la spiritualité. Voilà, l'indépendance mais là, spirituelle. lorsque vous parlez du christianisme, là, ce n'est plus c'est la religion. Vous parlez de la religion. Mais c'est le spirituel. Alors, je suis tenté de savoir, ou curieux de savoir, avant qu'est-ce qui a changé après la civilisation occidentale? Ici chez nous, par exemple, en Afrique, sur le continent ou en RDC. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui a changé depuis que la civilisation occidentale est arrivée avec beaucoup de réalités, beaucoup de changements dans nos sociétés? Non, mais évidemment, vous me posez une très bonne question. Qu'est-ce qui a changé après l'arrivée de la civilisation occidentale? Quand est-ce qu'on dit après? Est-ce qu'on a arrêté cette civilisation? Elle continue. Nous ne sommes pas encore dans l'après. Cher Gédéon, c'est une question piège ou quoi? Nous sommes dans la civilisation occidentale jusqu'à ce jour. Même la langue que nous utilisons,
La langue d'influence, la langue de prestige, c'est la langue occidentale. Hein? Qu'est-ce que nous avons perdu en embrassant cette civilisation? Nous avons tout perdu. Dès l'instant, nous avons perdu notre divinité. C'est dans votre téléphone, le roi belge envoyant en Afrique, au Congo, les missionnaires pour venir nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il leur dit, c'est dans votre téléphone, l'audio et les textes existent. Il leur dit, allez-y dans ce pays-là, prêchez-les ce Dieu. Mais qu'on ne se leurre pas. Hein, et le bon permettez que le bon n'a-t-il au collet. Qu'on ne se leurre pas. Ils ont leur Dieu. Ils connaissent. C'est dit, ils connaissent Dieu. Dieu depuis longtemps. Et puis au-delà de tout ça, par conviction, lui-même le roi Léopold II croit en ce Dieu-là. Il les cite. Nzambe Ampungu, Maweja, Mungu. Il les cite nommément. Donc, avant l'arrivée de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu que nous citons dans nos langues et dans nos dialectes respectifs? C'est le même Dieu, seulement on vous l'a amené pour vous manipuler, pour vous dominer. Nous avons la Bible, les dieux de la Bible que nous avons reçus par la chicotte. N'oubliez pas, nous les avons reçus par on nous a coupé les bras au-delà de tout ce qu'on pouvait dire. Regardez les films de Bakanja, c'est transformé. Regardez la pauvre sœur Anouarité, elle est partie. Donc, il y a des choses ici. Si vous réfléchissez, vous dites, mais c'est vrai quand même. Avant l'arrivée de l'homme blanc, nos ancêtres avaient un Dieu. Wachen Delel. Ça, c'est chez nous le Kassaya. C'est le même Dieu, évidemment. Il y avait moins de mots, moins de perditions, moins d'antivaleurs dans nos sociétés. Évidemment. La solidarité, il n'y avait pas de vols. Vous voyez, il n'y avait pas de l'impudicité, il n'y avait pas trop d'insolence, il n'y avait pas les puissants et les faibles. Voilà. Il n'y avait pas des trop riches et des trop pauvres. Et ça, quand l'homme blanc dit « je vous donne l'indépendance », ça veut dire « revenez à vos valeurs ». Et aujourd'hui, faites bien l'analyse, regardez, vous allez voir que même Christ, s'il est l'envoyé de Dieu pour sauver les nations, la première nation, c'est l'Israël. Alors cette révolution, révolution spirituelle doit venir de qui? Parce que j'arrive. Laissez-moi terminer cette petite analyse. Christ arrive pour sauver. La Bible dit mon peuple, le peuple de Dieu, selon la Bible, c'est Israël. Cette Bible-là, quand vous allez, c'est l'histoire d'Israël. On ne vante que les exploits d'Israël dans l'histoire. Et ici chez nous, on n'a pas une histoire des génies, des savants, des grands guerriers, nous ne les avons pas. Quand vous allez en Afrique du Sud, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, on vante Shaka Zulu. Mais regardez ce qu'il est. Mais avant l'arrivée de l'homme blanc, est-ce qu'il n'y avait pas de royaume puissant ici? Vous n'avez pas étudié avec moi, peut-être qu'on n'était pas ensemble dans le programme scolaire. Est-ce qu'on nous a pas appris le royaume Congo, le puissant royaume Congo, le puissant royaume Lunda, l'empire Cuba? On avait des sociétés de républiques bien structurées. L'administration et voilà. Ouais, avec les Makessa. Donc, par conséquent, comme l'homme blanc avait Christ pour sauver sa race, il y avait évidemment Mohammed pour sauver les Arabes. Mais il y avait aussi Kimbangu qui incarnait Dieu pour nous amener un message. Fumu Kimbangu n'a pas laissé une église. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une église. Kimbangu n'a pas laissé cette église. On dit plutôt qu'il était engagé beaucoup plus dans le combat politique que dans le combat religieux. Il était dans l'émancipation de l'homme noir. Les combats politiques et spirituels sont ensemble. C'est l'identité. Et aujourd'hui, on parle français. Hein, quand quelqu'un parle français, on dit, mais il est intelligent. Mais attendez, est-ce qu'on s'est arrêté une fois? Parce que dans ce pays, nous avons des agrégés, nous avons des licenciés, des masters, des docteurs, des professeurs d'université. 64 ans après. Quand même, c'est l'un des indicateurs. Qui? C'est l'un des indicateurs. Un instant. Oui, avec quel bilan? À notre actif. Qu'est-ce que nous avons des bons? Qu'est-ce qu'on a construit? Même une seule route. C'est pas le problème du français. Non, c'est une affaire de complexe. On est complexé devant l'occidentaux. Mais pendant le temps, on les minimise, on les critique. C'est à cause de lui qu'on souffre. Mais vous ne pouvez pas. Alors, Jacques Ndala sait mieux réfléchir en français ou en lingala? J'ai réfléchi mieux en Tchoulouba d'ailleurs. Très bien en Tchoulouba. J'ai de l'inspiration quand je réfléchis en Tchoulouba. Même quand je prie Dieu en Tchoulouba, mon Dieu en Tchoulouba, je vois les résultats tout de suite. Parce que moi, j'ai pris le Dieu de mes ancêtres. Le Dieu qu'a témoigné le roi Léopold II. Alors, allons-y rapidement. 64 ans après, on a connu une seule personne physique. Une seule personne physique. Après 100 ans, Fumu Kimbangu. Mais qui n'a pas vécu l'indépendance. Qui n'était pas vivant, qui n'a pas qui a annoncé les événements de 60 et même pas ses seulement conviés de après. 60, jusqu'à ce jour.
Il a annoncé des événements qui se sont succédés jusqu'à ce jour, Fumo Kimbangu. Mais nous avons quelqu'un qui, le jour où on nous dit, bon, vous avez l'indépendance, même cette indépendance des façades-là, l'homme belge nous tend le document ou encore la liberté, la souveraineté nationale et internationale. Mais il y a quelqu'un qui a violé le protocole du roi belge, Lumumba, qui s'est levé, qui a pris parole, qui a parlé. Qui, parmi nous, notre génération, a le message de Lumumba dans sa tête jusqu'à ce jour? Qui? Lumumba dit, l'Afrique écrira son histoire, le Congo. Ça ne va pas s'écrire en Occident, ça s'écrira ici. Jusqu'à preuve du contrôle, Lumumba et les autres restent des grands esprits. Évidemment. Qui ont été envoyés avec une mission précise pour notre évidemment. nation. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons fait de ces héros qui ne doivent pas être que physiques, mais spirituels, parce qu'on doit à un certain moment s'imprégner de leurs engagements et de leurs idéologies. Nous les avons trahis. Nous les avons trahis. C'est pourquoi nous en souffrons. Merci beaucoup, Jacques Ndala. Sinon, on est tenté de faire toute une émission sur ça, ouais. Mais l'essentiel, ça c'est l'essentiel aussi. Tout à fait. Parce que la révolution, c'est même la priorité des priorités. C'est même la priorité. Voilà, avant de prendre d'autres sujets d'actualité, j'ai posé la question de qui ça doit venir cette révolution. De nous. Parce que nous savons à quelle appartenance ésotérique ou à quelle branche appartiennent nos autorités, la plupart de nos autorités. Ils sont dans les sens occultes. Oui, ils sont soit belgicains, soit français, soit américains, sans exception. Hein. S'ils sont ici ministres, gouverneurs, leurs familles sont c'est à l'étranger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand ils commettent une petite bêtise, l'Occident dit non, je vous sanctionne. Okay. Comme les enfants. Parce qu'ils ont des avoirs là-bas. Évidemment, quand vous allez demander le visa pour aller en France, on vous donne le visa, on vous dit félicitations. Ça va pas. Non, oh là là. Mais ça va pas. C'est bien dommage. Allez, merci Jacques Ndala pour cette entrée brio. Merci. On va prendre l'actualité. L'actualité, c'est les discussions qui ont repris entre le parti en conflit. Vous savez que la RDC et le Rwanda, les relations ne sont toujours pas stables. La sécurité ou l'insécurité, la situation sécuritaire dans la partie est du pays reste encore délétère. On se pose la question, est-ce que l'accord de paix de Luanda est la solution à la crise qui sévit ou qui secoue de plein fouet l'est de notre pays? Jacques Ndala, est-ce que nous pensons nous sortir ou nous en sortir avec l'accord de paix de Luanda dont le cessez-le-feu est entré en vigueur depuis le 4 août dernier, et les deux parties conviennent à travailler, à ramener la confiance, à la restauration de la confiance et à la neutralisation de FDLR qui sont une menace pour le Rwanda, pas pour la RDC. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire le doute. Les doutes et le pessimisme au même moment. J'ai envie de dire, moi je crois en mon président, M. Tshisekedi, Tshilombo Félix, parce que lui, il a dit clairement qu'il n'allait pas négocier avec le Rwanda et particulièrement surtout pas avec Kagame. Ah, là, c'est dans sa dernière interview. Bien sûr. Quand on parle de l'accord de paix de Luanda, qui sont les acteurs qui vont signer cet accord? C'est autour de quoi? Parce que déjà, les discussions ont commencé. Qui discute? Au nom de qui on discute là, au Luanda? N'est-ce pas une contradiction avec ce que le chef de l'État a dit et ce qui se fait aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'il y a un problème de communication au niveau du président de la République. Je crois qu'il y a un sérieux problème de communication. Malheureusement, ils ne peuvent pas le faire dans la discrétion. On venait de dire tout à l'heure la question sur l'occupation de notre pensée, l'évacuation ou l'humiliation ou l'abandon de la pensée ancestrale que nous avions aujourd'hui pour adopter la pensée occidentale, les valeurs occidentales. Évidemment, c'est ça, parce que ces gens nous dominent. Il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, 1 ou 2 mois, les États-Unis ont demandé une trêve. Même des chefs d'État, ce sont eux qui ont demandé, c'est le Rwanda qui a demandé. Qui n'est pas en notre faveur, parce que ça profite au Rwanda qui était en campagne. Et puis, après les élections. Mais quand les États-Unis disent trêve, le Congo accepte, le Rwanda accepte. Qu'est-ce qui manque? Et on s'en réjouit. Qu'est-ce qui manque aux États-Unis de dire arrêtez cette guerre? Non. Est-ce qu'il y a une différence entre dire bon, arrêtez, dit trêve, après ils disent arrêtez-nous cette guerre-là, allez discuter? Pourquoi ça ne se fait pas de cette façon-là?
Combien de morts il faut compter pour que cette situation puisse être réglée? Nous avons un problème de manque de leadership au sommet de l'État. Il faut le reconnaître. M. Tshisekedi doit organiser des assises. Il ne doit pas négocier seulement avec l'étranger, le Rwanda ou les autres, les Américains. Parce qu'en fait, quand il négocie avec le Rwanda, il a dit lui-même, il dit, pour lui, il ne sera jamais autour d'une table avec les M23, l'AFC, tout d'accord. Ce sont des Congolais, qu'on le veuille ou pas. Et grave encore, de pères et de mères. Nanga qui me suit en ce moment, bonjour président Nanga, c'est un Congolais de pères et de mères. Au-delà de tout, nous avons connu des rébellions dans ce pays. Aujourd'hui, il est avec un vice-premier ministre qui était de la rébellion, Jean-Pierre Bemba. C'est l'école. Quand vous parlez de marque de leadership, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais tout simplement dire qu'il faut qu'il construise dans le leadership ici sur le plan local, dans son pays. Il doit asseoir. Moi, j'estime qu'il souffre non seulement de manque de leadership, mais en fait, de manque de leadership évidemment, qui émane de l'absence de légitimité. Ils peuvent tout dire. Les Congolais croient. Non, prenez votre micro, partez sur un échantillon de 100 Congolais, faites l'interview, amenez ici au montage. Vous verrez que 80 ou 90%, les Congolais, ils ne sont plus d'accord avec Tshisekedi, avec sa gouvernance. Il faut lui dire. Il a déçu les attentes. Évidemment. Il a tellement déçu qu'il n'inspire plus confiance. On a comme l'impression que devant nous, nous avons des traîtres, des gens qui nous trahissent, qui disent quelque chose la journée et la nuit font autre chose. Vous dites clairement, vous n'allez pas négocier, ni avec le M23, ni avec Kagame. Vous irez vous demander à Kagame, qu'est-ce que vous nous voulez? Mais vous allez là-bas. Vous acceptez de désarmer la rébellion rwandaise ici. C'est déjà des négociations. Évidemment. Non, attendez, c'est important. Vous acceptez parce que moi j'ai vu l'extrait de la résolution où le Congo prend l'engagement de désarmer et de rapatrier le FDLR. Le FDLR. C'est ça, non? La rébellion rwandaise qui se trouve chez nous. Ouais, FDLR. Le Congo, le gouvernement congolais lève l'option, accepte de désarmer les FDLR et de les rapatrier. Et comment on va s'y prendre? Parce que les FDLR sont un peu plus partout. Laissez-moi terminer, c'est important. C'est ça que je dis, c'est important d'abord. Mais pendant ces temps, dans notre pays, là, au Congo, nous avons 9 pays frontaliers. OK? Dans ce pays frontalier-là, s'il y a une rébellion dans un pays parmi les 9, cette rébellion-là a comme résidence, a comme repli stratégique, tout ce qu'on dit, chez nous. Quand vous désarmez les FDLR pour faire plaisir au Rwanda, vous devez l'Ouganda va aussi vous dire, allez démobiliser les Nalou. Voilà. Donc, quelque chose. Il y a une rébellion ougandaise qui loge chez nous. Donc les Sud-Soudanais pourront vous dire aussi ça, les Tanzaniens pourront vous dire un jour ça, les Angolais ici avec la rébellion qui se trouve à Cabinda peuvent aussi vous dire la même chose. Donc voilà. Quel est notre avant les ADF. Oui, les ADF Nanou. Quel est dans ce que vous signez là notre avantage à nous? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous disons, le président, pas nous, excusez-moi, parce que moi je ne suis pas dans ce qu'il dit, il dit le M23 et l'AFC, c'est une coquille vide. C'est l'armée rwandaise. Okay? Quand vous acceptez de désarmer ces gens-là, les FDLR qui sont chez nous, est-ce que ce n'est pas une façon discrètement d'accepter que l'armée rwandaise vienne maintenant officiellement pour constater? Parce que vous êtes sûr que Kagame va accepter que maintenant ils sont plus là? Vous êtes sûr? Vous les avez d'abord dénombrés? Ils sont au nombre de combien? Ils sont dans quel site? Ils sont à quel niveau? Et vous-même dans votre pays? Ça, on ne sait pas les savoir. J'arrive. Non. Et ça nous prendra beaucoup de temps. Gédéon, c'est tellement dangereux et c'est très délicat et complexe que les Congolais ne comprennent pas. Vous acceptez de pouvoir désarmer les FDLR. D'accord, le gouvernement congolais. Vous acceptez de les rapatrier. Ils sont au nombre de combien? Et qui va désarmer les FDLR? Et depuis quelle année ils sont sur le sol? Est-ce que ce sera en coopération militaire avec le Rwanda ou c'est les forces armées qui vont le faire seuls? Évidemment. Ça doit être une résolution mixte. C'est une coopération. Je me rappelle. C'est-à-dire là, on accepte l'entrée officielle évidemment de troupes rwandais sur notre sol. La police, les renseignements devront venir rwandais pour vérifier, se rassurer qu'évidemment, ils ont rapatrié 7843, par exemple, FDLR qui sont arrivés. Il n'en reste plus 5, il n'en reste plus 10. C'est ça. Est-ce que ça va se faire? Non. Ça ne se fera pas. Pire encore, nous-mêmes dans notre pays, nous avons créé une force que vous appelez Wazalendo. Parlons-en. Vous la contrôlez? Comment sont-ils encadrés et qui sont-ils? Vous la contrôlez?
elles dépendent, comme force Ouazalendo, elles dépendent de quel commandement? Je venais de suivre tout à l'heure, depuis le matin, Top Congo, qui accuse la coalition FPR, c'est ça, l'armée rwandaise. FPR, l'armée M23, patriotique rwandaise. Oui, d'avoir attaqué les positions de Ouazalendo, des compatriotes Ouazalendo, des résistants Ouazalendo. Donc, ces gens ont leur position sur notre territoire parce qu'ils sont congolais. Et l'armée, où est sa place? Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on communique. Donc, le Ouazalendo, ils ont quelle tenue? Ils ont quel commandement? C'est quoi leur mot de passe? Jusqu'à avoir des positions. C'est grave. Et ça passe dans un grand média comme Top Congo. Les Rwandais, qui sont en complicité avec les Congolais de 23 et de l'AFC, ont attaqué des positions des résistants Ouazalendo. Donc, les Ouazalendo ont maintenant des positions. Ils ont un commandement. Ils ont leur service. Donc, officiellement, les Ouazalendo, c'est une armée en miniature. Mais c'est grave. Et après la guerre, ils ont des armes. Ils sont armés. Je suis à entendre ce que les médias disent, entre autres Top Congo, et parce que des fois on vous dit, les Ouazalendo se sont pris aux positions des M23, FDLR, ainsi de suite. Mais attendez, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit quand on passe dans les médias? Est-ce qu'on comprend ce qu'on transmet comme information? Ces Américains-là, ces Français, ces Belges, qui sont contre nous, il faut le dire à haute voix, ont leur service. Ils ont même des agents congolais dans le gouvernement, dans les services de sécurité, qui sont au service des Occidentaux. Ces gens-là existent. Mais écoutez quand vous communiquez. Et après, l'après-guerre. Voilà. On est là dans une situation qu'on ne saura plus contrôler. Donc, on met du sable dans la machine et on ne saura pas avancer dans ces discussions pour parler de Luanda. Pas du tout. Peut-être c'est une stratégie pour dire, bon, quand cessez le feu, nous, on peut profiter de Ouazalendo pour attaquer. Mais ce n'est pas honnête. Ce n'est pas correct. Nous sommes dans une situation où il faut négocier clairement, tête à tête, avec Kagame. Malheureusement, quand on va au niveau des négociations... Mais on devra négocier avec un contenu, avec un discours qui est accrocheur. Évidemment. Un discours qui n'est pas vide. Non, mais déjà, Kagame vous accuse d'avoir logé les FDLR chez vous. Et vous les utilisez pour... Tout semble aller en sa faveur. Oui, vous les utilisez pour insécuriser, mettre l'insécurité dans son pays et pour évidemment viser son pouvoir. De par le discours de votre chef. Et on ne refute pas ça, on accepte. Mais évidemment, vous le reconnaissez. Et pendant ce temps, il vous demande de pouvoir les mettre en place et de les renvoyer. Et vous ne pouvez pas vous demander à ce que le Rwanda puisse... Qu'est-ce qu'il va faire des M23? Parce qu'ils ne sont pas sur le territoire rwandais, ils sont sur le territoire congolais. La rébellion rwandaise est sur le territoire congolais, en train de combattre contre le pouvoir de Kagame. Mais vous avez votre rébellion à vous, que vous avez même transformé en terroristes, qui sont chez vous et qui combattent contre vous. Après avoir identifié les FDLR et les avoir rapatriés sur leur territoire au Rwanda, qu'est-ce que vous faites avec les M23 Alors, et l'AFC? quelle est la solution face à cette situation qui sévit dans l'Est du pays? Je vois les gens de Tshisekedi chanter à longueur de journée diplomatie agissante. C'est le moment qu'on sente qu'ils sont vraiment dans cette forme de diplomatie. Celle de la diplomatie ne suffit pas. Mais évidemment. Parce que la diplomatie, c'est faire des conceptions, accepter que... concéder certaines choses. On le concède en fonction de votre position. Voilà. Et en ce moment, nous sommes dans quelle position, nous? Des faiblesses. Parce que nous, on n'est pas au Rwanda, c'est le Rwanda qui est chez nous. Alors, il faut engager la guerre. Évidemment, il faut la préparer. Pendant qu'on négocie, on la prépare. Parce que même s'il faut repartir le FDLR, il faut du feu. Hein? Il faut du feu. Il faut mettre du feu. Ici, même s'il faut faire répartir l'armée rwandaise, il faut du feu. S'il faut faire partir M23, AFC, il faut du feu. Et ça demande les moyens, la sagesse et la discrétion. Alors, la question aussi, c'est que hier, sous Kabila, il y a eu des compatriotes qui étaient dans des groupes armés, bien sûr, et instrumentalisés par des pays, je prends l'exemple du MLC avec l'Ouganda, le RCD avec le Kigali, et quand même, il y a eu un homme qui était au-dessus de la mêlée, qui a pris ses responsabilités pour parler avec ses compatriotes qui ont au final déposé les armes. Et alors, on connaîtra ce qu'on appellera plus tard
le régime ou la transition 1+4. Alors aujourd'hui, c'est le même cas qui s'est reproduit. Et on refuse de prendre langue avec les belligérants et on préfère être en face de Kagame. Est-ce que la question c'est de savoir, est-ce qu'on veut éviter la faiblesse? La faiblesse, c'est que, ou l'intelligence, c'est qu'on veut éviter les pires, ou c'est en quoi nous sommes tombés hier, ou on ne comprend pas les enjeux qui se présentent devant nous. Non, mais c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. En fait, nous avons un sérieux problème, nous, Congolais, aujourd'hui, les contemporains. Parce que nous ne prenons pas les temps de rentrer dans l'histoire de notre pays. Nous avons une histoire formidable. Et si vous regardez depuis 64 ans, non seulement on tourne sur place, mais on recule. On n'avance pas. Non, on a fait plus de 64 ans en arrière. Et on ne s'en rend pas compte. On a fait 64 ans en reculant et en tournant autour de la même chose. On a l'indépendance en 1960, le 30 juin. Mutinerie, sécession, ce sont des guerres. 65 Mobutu on tue même, on assassine le premier ministre. C'est une déclaration de guerre. Contre qui? Qui a tué Lumumba? Qui? Est-ce le Belge ou les Américains? Jusqu'à ce jour, on n'a pas le courage de dire clairement c'est elle. Mais c'était un complot contre nous, contre notre avenir. Contre notre avenir aujourd'hui comme enfants, les petits-enfants de Lumumba. Mais qui peut avoir le courage aujourd'hui de dire vous avez tué Lumumba, vous avez tué Kassa, vous les deux, Américains, Français, États-Unis, machin, vous avez tué Lumumba et vous nous devez. Qui prend le courage de le faire? Si on n'est pas derrière comme des petits-enfants, comme des sous-hommes en train de quémander le pouvoir, tout ce qu'on cherche, nous, en tant que Bantous, c'est ça, nous sommes un peuple lâche. Même si ce sont les Américains, la CIA qui a tué Lumumba, même si ce sont les Belges, mais qui était à la manœuvre? Alors aujourd'hui, le régime veut éviter les erreurs du passé? S'il vous plaît, c'est important. On revient d'abord là pour... Il faut toujours revenir dans l'histoire. Ce qui ont été à la manœuvre pour aller chercher Lumumba chez lui, pour l'arrêter. Vous avez les vidéos, vous avez les images. Rares vidéos, les photos, où vous voyez la présence de l'homme blanc. Mais dans tout ce que vous avez comme images, qui sont restées comme témoignages, c'est l'homme noir. Où il y a même des responsables politiques qui disent, j'ai suivi une vidéo, j'ai oublié le nom du monsieur qui dit, bon, je suis content qu'on ait tué Lumumba et il faut qu'on cherche tous les Lumumbistes congolais pour les massacrer. Ah bon, les torturer, les massacrer. Et ça, c'est un Congolais qui dit ça, de l'époque. D'accord. On arrive, on avance. Mobutu prend le pouvoir en 65, coup d'État, c'est la guerre. Guerre des Moba 1, Moba 2, c'est la guerre. Moulele Maï, c'est la guerre. Tout ça, même la sœur Nanorité est tombée par une rébellion congolaise. Et aucune rébellion n'est née toute seule. C'est faux. Il y a toujours des revendications. Toujours des parrains. Toujours des parrains. Et des revendications. Oui, parce que les revendications ne doivent pas très vite. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que, bon, M23, tout ça, ils arrivent, ils ont les parrains, le Rwanda. Et le Rwanda, c'est le régime de Kigali, c'est la sorcellerie, c'est Hitler. D'accord, on ne refuse pas. Mais est-ce que nous n'avons pas fait la même chose ici en Angola? Avec Mobutu, Savimbi, contre Mpela. Rappelez-vous ce qui allait en Angola à l'époque. Vous vous rappelez? Et c'était sous le parrainage des Américains. Mobutu a soutenu une État ici, de Savimbi, contre Mpela d'Eduardo Santos. Et quand on voyait un Zaïrois en Angola, on disait Zaïrance d'Amer, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est aujourd'hui, c'est en fait le regard que nous avons aujourd'hui contre le peuple rwandais. Maintenant, Mobutu est parti. Est-ce qu'on n'est pas maintenant, on ne vit pas en convivialité avec nos frères d'Angola? C'est ça, ce sont les mêmes choses qui reviennent et on tourne en rond, mais on ne sait pas nous arrêter. On s'arrête, on se pose des questions, on lève des options. C'est ça. Mouzé arrive ici. Quand Mouzé arrive, c'est par respect, par sa bravoure, qu'on ne sait pas dire certaines choses. Mais le pouvoir de Mouzé, c'est le Rwanda qui l'a installé. Non, mais Mouzé est arrivé avec les parrains, le Rwanda. C'est le Rwanda qui a fait de Mouzé président. J'étais étudiant à l'époque, moi. Jusqu'à ce que, parce que c'était ça, il n'avait pas de choix. À prendre James Kabarebe, qui me connaît d'ailleurs, il y a des vidéos, il va voir des vidéos où ils sont venus à l'IPEN, j'étais étudiant en première année de graduat. Des choix qui lui ont été imposés, mais après, bien évidemment, en tant que nationaliste, j'en arrive. Il a pris ses responsabilités. J'en arrive. Les choix qui lui ont été imposés par ses parrains. À l'époque, on a acclamé le Rwanda, non? Non, soyons sérieux. Si nous constatons ces choses, si nous regardons ces choses en face, et nous affrontons devant ces responsabilités, nous allons nous aider nous-mêmes. Est-ce que le même mode opératoire aujourd'hui? Bien sûr. Vous badinez. Vous badinez alors. Hein?
le gars ici qui est avec l'AFC, l'ancien président de la CENI. Mais il est présenté comme un rigolo. Mais non, mais Mobutu traitait Mzee comme cela. N'oubliez pas. Mzee disait, vous avez suivi. Bah, voilà, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo de Ngbanda. Il disait la guerre, ce n'est pas l'AFDEL, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Mzee. La guerre, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous attaquent. Et c'était les Américains qui décidaient. Ils lui ont dit, bon, écoutez, si Mobutu ne cède pas, dans 14 jours, on prend Kisangani. Ils ont négocié avec l'ambassadeur américain ici, a négocié avec Maëlle. Maëlle a dit non, laissez-moi un peu le temps. Mais après 14 jours, Kisangani était tombé. C'était les Américains. C'est la même chose. Ce sont ces personnes-là qui vous demandent d'observer une trêve. Vous acceptez. Notre président de la République, Félix Tshisekedi, va en France. Il s'amuse avec son frère, son ami, ils se sont appelés amis, Macron. Après, devant les médias, il dit, bon, cette fois-ci, nous avons des assurances de la France. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Et dans sa dernière sortie médiatique en Belgique, et moi je trouve même que c'était même pas important parce qu'il a fait une interview en Belgique et puis il revient la veille et le lendemain, il peut venir faire cette interview ici. Pourquoi il l'a fait en Belgique? C'est grave. Et dans cette interview, il dit, bon, vous savez, d'ailleurs, c'est pourquoi on laisse à notre propre triste sort. Ça peut sortir de la bouche d'un chef de l'État responsable. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Qui nous a abandonnés? Sommes-nous un État moderne? Sommes-nous une nation? Sommes-nous un pays? Voilà autant de questions. Mon frère Gédéon, il faut qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions de fond, qu'on arrête de faire croire aux gens que nous sommes un État organisé, avec un président de la République, institution, avec l'Assemblée, c'est-à-dire le Sénat, avec le Parlement, chambre basse, le gouvernement. Non, ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il aurait voulu que les autres fassent pour notre pays? Quelle autre personne? Le problème, c'est nous, et c'est nous-mêmes. Nous nous réveillons le matin, nous nous battons entre nous, nous nous combattons entre nous, uniquement pour le pouvoir, pour le positionnement. Même quand on l'a, on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le pouvoir, mais il faut savoir quoi en faire. C'est ça. Est-ce qu'on est sérieux? Voilà des grandes questions auxquelles nous devrions donner des réponses. Voilà des questionnements. Ah, ça c'est sûr. Et se plaindre, plairer ou se lamenter, c'est le propre de l'enfant. Et quand on grandit, on devra se départir de cette mentalité ou de cette façon de voir les choses. Et voilà. Alors, en résumé, il faudra engager pour parler ou de discussions sérieuses avec les compatriotes congolais, savoir leurs revendications et savoir y répondre. Et aussi, mener une diplomatie agissante qui appellera Kagame à être débusqué ou à sortir, ou à être convaincu d'abandonner ce qu'il fait dans notre partie est du pays. Kagame, déjà, il n'abandonnera pas. Il faut lever l'option. Il n'abandonnera pas. Nous ne devons pas nous fier à sa bonne foi. Non, pas du tout. Dès l'instant. Mais attendez, on avait Kabila ici qu'on a traité de Rwandais. Il ne nous a jamais amené Kagame au stade des martyrs. On a chanté pour lui. Moi, je préfère loin Kabila que Tshisekedi, excusez-moi. Je préfère loin Kabila que Tshisekedi. Sur quel plan? Sur tous les plans. Tous les plans. Tout, sans exception. Tout. La forme, le fond. Les discours. Regardez. Même actuellement, je préfère encore l'attitude de Kabila. Si Kabila était comme Tshisekedi, mais on allait avoir le feu dans ce pays-là. Les gens ne mesurent pas ces choses-là. Si Kabila avait les tempéraments de Tshisekedi, le Congo serait en feu. Mais Kabila, aujourd'hui, c'est lui qui est lié à tout ce qui se passe dans notre partie. Qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille. On a tellement appris. On a tellement entendu. On nous a promis des choses. On pensait que le départ de Kabila allait changer les choses. Rien n'a changé. On se plaint de quoi de Kabila? Qu'est-ce qu'il a fait? Kabila n'a pas trouvé un État moderne dans ce pays. Kabila a pris le pouvoir, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'institution. S'il vous plaît. Kabila a pris le pouvoir après l'assassinat de son père. Alors, attendez, on nous a dit qu'il était rwandais. C'est pourquoi nous disons, nous, le mouvement de réveil des prises de conscience, le MRPC, nous exigeons du président Tshisekedi. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il est chef de l'État de fait. S'il continue à s'entêter qu'il y avait élection en 2023, il est en train de se moquer de lui-même. Ça, il faut le dire clairement. Si le président Tshisekedi pense qu'il est chef de l'État après les élections, où il a fait 73%, il se moque de lui-même. Parce que même sa conscience lui dit que ces élections ont été organisées en violation de droit de la loi électorale. Déjà, le fait d'avoir fait plus de 2 jours, plus d'un jour, voilà. Et le fait qu'on ait vu des machines à voter dans les mains des compétiteurs, ce n'était pas des élections. Il est président, d'accord, on n'a pas de problème, il est là. Alors maintenant, parce qu'il est là, et que nous nous suivons, nous pouvons encore respirer, en condition qu'on nous tue.
ou qu'on nous arrête, qu'on nous mette en prison, comme Mike Mukeba et comme Jean-Marc Abound. Mais dès l'instant où on va... Non, vous êtes garanti par la Constitution. Évidemment. La Constitution donne le droit dès l'instant où on pourra se déplacer pour venir devant le micro et les caméras, on le dira. Parce que c'est notre devoir de le dire et de le dire à haute voix. Parce que ces images resteront et nos enfants, nos petits-enfants le verront. Il est grand temps que M. Tshisekedi organise dans ce pays les assises de la vérité et réconciliation. Vérité pour qu'on se dise... Autour de quoi? Autour de la vérité et de la réconciliation. De la classe politique, de la société civile. Voilà. Il faut qu'on se retrouve, que les gens parlent. Que les gens haussent les tons, qui disent qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Mais en tout cas, l'impression qu'il nous donne, c'est qu'il n'est pas inscrit dans ces schémas-là. Il s'en fout. Non, mais évidemment, il s'en fout. Il a tenté d'essayer plus d'une fois de rapprocher, de racoler le morceau avec les opposants. Il a dit quand, en quel terme? Vous l'avez suivi? Il a dit quand, en quel terme? Les citant nommément en les dénigrant. Quand il parle de Martin Fayulu avec dédain, Martin, qui ne reconnaît pas les élections qui m'ont fait président. Mais lui et son père en 2011, ils n'ont pas reconnu Kabila. Qui les a pointés du doigt? Lui était élu député, Tshisekedi était élu député au Kasaï, à Mbujimaï. Son père lui a demandé de ne pas siéger. Il n'a pas siégé. Il a obéi au mot d'ordre. Mais après, c'est le même Kabila, s'il vous plaît. Ne comprend pas qu'il faut accepter l'appel. Qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, le Congo n'a pas vu le jour à la prise du pouvoir de Tshisekedi. Le Congo a existé. Et il va continuer à exister après Tshisekedi. Après vous, après moi. OK? Donc, il ne faut pas penser que, parce que certains privilèges ne sont que réservés à vous. Non, non, pas du tout. On est tous dans ce pays-là. Nous connaissons l'histoire de ce pays. Tshisekedi et son père ont refusé de reconnaître Kabila en 2011. Mais c'est le même Kabila qui a eu les élections qui font de lui président. N'est-ce pas? Alors, il n'avait pas à s'en prendre verbalement avec des mots aussi durs contre M. Fayulu. Alors, il traite Moïse Katumbi de borderline. D'inconstant. Inconstant. Lui, il est constant. Gloire à Dieu. S'il est constant, mais pourquoi il s'est plaint? Un plaintif n'est pas constant. Le constant s'assume. Un peu de respect à M. Katumbi. Ils savent qui il est, parce que pour avoir travaillé ensemble aussi longtemps. Ils savent qui il est pour s'être, n'est-ce pas, frotté à lui. Ils savent qu'il est pour avoir travaillé ensemble avec son feu papa. Donc Katumbi n'est pas quelqu'un à pouvoir ramener aujourd'hui dans les médias et vilipender. Il faut un peu de modestie, un peu d'élégance, un peu de respect mutuel. Il part chez Kabila, il dit c'est lui AFC. Mais un chef de l'État, même si Kabila était derrière l'AFC, mais ce n'était pas de cette manière-là qu'il fallait le dire. C'est ça le problème. Kabila, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même un ancien. Là, il le jette à la vendette populaire. Un instant. C'est ce que nous disons ici, c'est les Kadiocha. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Alors, on va revenir sur vous. Donc, il nous faut des assises de vérité et réconciliation. 2 points, vérité, pour savoir si Kabila est réellement rwandais ou pas. Si Katumbi est réellement zambien ou pas. Voilà les grandes questions auxquelles nous devons répondre. Parce qu'on nous a nargué ces histoires-là ici. On nous a même parlé d'escarmouches à la moindre. On en a eu de gros. Je ne sais pas si c'est escarmouches, c'est au féminin ou au masculin. On en a connu de monstrueux ou monstrueuses escarmouches. Les Congolais continuent à tomber. Et il faut nous réconcilier. Voilà, je reviens. Il faut une réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec les esprits de nos ancêtres. Cela est très important. Rappelez-vous, dans ce pays, il suffisait que les gens se mettent et que les gens lancent un mot. Pour que les choses se compliquent. Donc, il est grand temps qu'on puisse se réveiller et qu'on prenne conscience. Merci beaucoup. On prend cette vidéo, en tout cas, du nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui semble être l'un des rares ministres à être au four au moulin. Et depuis qu'il est à la tête de ces grands ministères, il s'est dit exécuter la vision du chef de l'État. Et bien que ces réformes vigoureuses et courageuses semblent être combattues par certains, l'homme affirme ne pas reculer d'un seul pas et d'aller jusqu'au bout. Où va-t-il aller? En tout cas, c'est la question que nous posons. Jusqu'où va-t-il aller? Et on regarde cette vidéo et on revient ici. Pour commencer la construction, je vous informe qu'à Kinshasa, on a détourné plus de 7 millions de dollars.
qui était destiné à la construction d'une prison. Et je vous informe encore que les arrestations ont commencé. Les gens sont déjà arrêtés pour ça. On ne badine pas. Il y aura des confiscations de biens. Et cet argent va retourner dans la caisse de l'État. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à ne pas rencontrer mon chien sur votre chemin. Parce que ce chien est affamé. N'est-ce pas? Mon chien est un carnivore. Il sent l'odeur du détournement. Il est en recherche des détourneurs des deniers publics. Alors, le ministre d'État de la Justice est engagé contre le détournement de fonds de deniers publics. Il annonce qu'à Kinshasa, il y a plus de 5 millions de dollars américains qui étaient destinés à la construction d'une nouvelle prison qui ont été détournés. Et les arrestations sont d'ores et déjà en cours. Des personnes sont déjà arrêtées à cause de ce détournement. Et voilà. Votre avis, est-ce que vous pensez que le ministre de la Justice est sur une très très bonne lancée? Est-ce qu'il vous inspire confiance ou vous appréciez ce qu'il fait? J'apprécie énormément ce qu'il fait en termes je ne sais pas si ça s'est dit comme ça, en termes de visibilité. Donc il est populiste. Hein. Il fait tout un peu comme un matuviste. Et ça, c'est dangereux pour une autorité politique. Monsieur Mutamba, ministre, selon ce que les gens disent, il se distingue. Il est de la magie. Comment on il est avocat. Okay? Il est avocat, il faut le dire ainsi. Il connaît bien mieux. C'est l'un des rares ministres à être félicité jusqu'ici par le président de la République. Non, et le président lui-même, et lui-même le ministre, sont dans ce que nous appelons le spectacle. Dans le show. Le show, voilà. On ne gère pas des choses comme ça. Mutamba pouvait faire ces choses-là discrètement et on allait comprendre qu'il l'a fait par les résultats. Parce que ce que nous on veut, c'est pas ça, c'est le résultat à la fin du compte. Vous avez quelqu'un comme Mike Mukeba qui est en prison. Est-ce que là, il ne le fait pas parce qu'il a besoin de sensibiliser le Congolais? La sensibilisation, c'est pas lui qui le fait. Il a fait, pardon. Il doit avoir des services pour faire la sensibilisation. Lui, il est exécutif. Il est à la manœuvre. C'est lui qui implémente, c'est lui qui organise, c'est lui qui installe, qui instaure la vision du chef. Selon le programme au niveau de la justice. Cette justice qui est malade, c'est lui le médecin. Le chef de l'État est médecin qui a constaté que la justice est malade, il fait les diagnostics. Lui, c'est l'infirmier qui va injecter. OK? Quand on vous dit, il a instauré des banques au niveau des cours des tribunaux pour que... Mais non, mais depuis toujours, la DG, il y a quoi là? DGI, non. DGDA, c'est ça? Non, DGDA, c'est pour... Des assises. Attends, non, il y a une... comment on appelle ça? Moi, je crois qu'il y a un peu de confusion, quoi. Il y a un peu de confusion. Il y a une structure étatique qui est censée prendre tout ce qu'il y a comme des taxes. Comment j'ai oublié, mon Dieu, c'est pas possible. Ça pourra venir après. Ces gens-là sont au niveau de toutes les instances judiciaires ou pour la perception des frais de justice. Vous mettez une banque, d'accord. Mais après, vous félicitez le secrétaire général des cultes, des églises, pour avoir maximisé, avoir fait beaucoup d'argent. Non, le ministère de la Justice n'est pas une régie financière. Ce n'est pas... Est-ce que vous voulez dire ici qu'il serait en train de outrepasser sa mission? Non. En tant qu'exécutif. Non. Il peut être correct dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, moi, je suis en train de solliciter une audience. Je dois les voir pour qu'on parle un peu de sa communication, en fait. Il fait bien le travail, on l'encourage, mais il communique mal. Quand quelqu'un de sérieux qui le suit va dire, mais qu'est-ce qu'il nous présente là? Quand il accuse le magistrat d'être malhonnête, d'être ceci, cela, avec des injonctions, des accusations gratuites. Non, mais commencez par répondre aux attentes des magistrats. La prise en charge des magistrats. Il y a des magistrats qui ont été nommés depuis l'année passée. Qui attendent leur nomination. Non, leur affectation. Leur affectation. Jusqu'à ce jour, ils sont à Kinshasa. Vous le savez, non? Il y a des magistrats, il y a des coins du pays où il n'y a pas des tribunaux de paix. C'est voilà des grandes questions. Voilà. Il y a des coins du pays, des territoires, des communes où il n'y a aucun magistrat.
Tout se passe au niveau de la police. Voilà les choses que le Congolais attend. Il y a de grands dossiers sur lesquels il peut s'appuyer. Sa télé. Évidemment. Et, Vous avez... Mais les spectaculaires, c'est le cas, par exemple, de Mike Mukebai, qui vient de passer plus de 15 mois en prison sans procès, avec une confusion autour de qui l'accusait. Ça, c'est juste vous voulez voir son implication dans ça? Évidemment. Non, c'est parmi les dossiers, les grands dossiers. Non, c'est parmi les grands dossiers d'actualité. Puisque d'aucuns pensent que l'arrestation de Mike Mukebai est beaucoup plus politique. Non. D'ailleurs, que juridique. Je salue ce qu'il a fait avec Modero. Simba, l'ancien ministre. C'est formidable, cher Constant. Bravo. On peut voir Modero quitter la prison parce qu'il n'avait pas de raison d'être dans... Alors, si l'arrestation de Mukebai relève du judiciaire, ouais, alors là, on veut voir l'implication du ministre d'État de la Justice. Bien sûr, mais comme il est aussi lié par la politique, parce que tout se passe au niveau de la présidence. Il y a le conseil spécial qui préside une commission nationale de sécurité, c'est ça, c'est pas moi le nom. La CNDP. Non, c'est pas CNDP. Tout se passe là. Donc, ça dit, il y a des gens qui peuvent vous appeler au téléphone, vous donnez des injonctions, même si vous êtes ministre. Ça ne passe pas. Il est ministre, il doit taper du poing sur la table pour dire, niet, tel dossier, c'est pas possible. Mike Mukebai rentre chez vous, et s'il y a un juge qui pense que Mike est dans le faux, on peut l'inviter à tout moment. Tout le monde connaît son adresse. Il dit que son chien, qui est un carnivore, peut sentir l'odeur du détournement. Je parle ici de cas Mukebai. Les détournements ici dans ce pays, chaque jour, à tout moment, les gens détournent de l'argent. Il suffit d'être trempé pour s'éclipser et se mettre un peu, dans un coin pour dire, bon, je ne suis pas. Mais tout le monde sait que tout le monde dans ce pays, qui se trouve au sommet de l'État, qui se trouve dans la gestion de la structure publique, vole, détourne. Ce sont tous des voleurs qui ne le savent pas. Est-ce que le ministre fait peur non. Avec tout ça? S'il vous plaît, ce n'est pas... Ou c'est des mesures, ce n'est pas des réponses concrètes aux problèmes que nous avons. S'il va me suivre, je crois qu'il va comprendre, que c'est un professionnel des communications qui lui parle. Les gens n'ont pas peur de quelqu'un qui vocifère. Même un chien qui aboie, la caravane passe. Est-ce qu'avec les aboiements du chien, la caravane va s'arrêter? Quand la caravane traverse, quand le chien aboie, il faut que la caravane s'arrête. À la rigueur même que la caravane recule. Mais quand le chien aboie et que la caravane passe, on a l'impression qu'il est devenu le symbole même de cette lutte contre le détournement. Est-ce que quand ça vient de lui et que ça ne vient pas peut-être de la première institution, vous le voyez avoir toutes les mains pour traduire en justice ceux qui sont trapés dans des cas de détournement présumé ou avéré? Il peut avoir le bras, mais il n'y a pas le main pour se saisir de tel ou tel contrôle et tout. Je sais comment ça se passe. Mais il y a un ancien vice-ministre de la Justice qui est déjà aux arrêts. Je vous dis depuis quelques heures. Que tout ce qu'il fait, c'est du spectaculaire, du populisme. Vous avez Mike Mukebai qui est en prison. Plus de 15 mois. Mais un ancien vice-ministre de la Justice arrêté, c'est du populisme. C'est du populisme. Il peut être libéré d'ici demain, d'ici là. Ils sont comme ça, on sait qui on n'a pas arrêté dans ce pays. Vous avez oublié ou quoi? Qui on n'a pas arrêté dans ce pays? Qui on n'a pas arrêté? Il y a des gens qu'on a arrêtés ici pour tel dossier. Après, il fait semblant d'aller dans un centre hospitalier. Il a une chambre dans un pavillon de luxe. Et il se contente de rester en famille là-bas. Et après, on dit qu'on les lave. Vous n'avez pas vu le président de la République accuser la justice d'être faible, mais en même temps de pouvoir laver son ancien ministre des Finances. Vous n'avez pas vu ça? Mutamba a intérêt à faire les choses pour marquer son nom dans l'histoire de ce pays. Si la justice marche, le Congo pourra décoller. Moi, j'ai toujours dit que nous avons deux secteurs. C'est vrai, même trois. La sécurité, la justice. Et vous voyez la télévision nationale là? C'est un grand vecteur, un grand moteur pour le changement de ce que nous avons comme la série de campagnes de changement des mentalités. La RTNC que vous voyez là, elle ne fait pas son travail parce que les gens ont peur, parce qu'on leur a collé quelqu'un de la DEMIAP, de l'ANER, il y a des militaires là-bas. La rédaction, c'est vraiment une caisse à résonance du pouvoir en place. Ça ne va pas. Ça ne changera pas. Regardez un peu le Congo, à l'époque, pour ceux qui ont mon âge. Pour ceux qui ont mon âge, regardez les Zaïre, à la fin Mobutu. Regardez l'arrivée des musées. Regardez les 18 ans de Kabila. Regardez les 6 ans de Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? Dans vos maisons, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a semblé changer? Rien n'a changé. Rien du tout. Il y a des personnes, il y a des têtes.
Mzee est parti, son fils Kabila est arrivé, Mobutu était là, c'était Tshisekedi qui combattait Mobutu, qui a combattu Mzee, qui a combattu le fils de Mzee. Après, c'est le fils de Tshisekedi qui prend le pouvoir, qui chasse les fils de... Voilà, c'est le fils de l'autre, qui travaille avec les fils de Bemba. Voilà, après, quand on aura les fils de Mboussa et de Mbosso, de Kamere, est-ce qu'on va sursauter? Voilà, on prend un tout dernier sujet pour nous quitter dans quelques minutes ou secondes, vous allez commenter. C'est aussi un sujet d'actualité, l'Union sacrée. On a enfin tout le poste affiche complet. Peut-être la grande bataille séminale des entreprises publiques. Et au niveau du Sénat, nous avons Sama Lukonde enfin qui a été porté pour présider la chambre haute du Parlement. Et entre-temps, il y a aussi les tickets présentés par le MLC qui n'est pas passé. Et ça soulève déjà des frustrations au sein de la coalition au pouvoir. Le MLC vous sent trahi après avoir accompagné le chef de l'État. Oui, mais ils doivent se sentir trahis parce qu'ils ont eux-mêmes trahi leur lutte. Ils ont trahi leur lutte. Les MLC, c'est le mouvement de libération du Congo. Ils nous ont déjà libérés. Ils existent depuis combien de temps? Est-ce qu'ils sont toujours dans la perspective de libérer le Congo? Voilà les grandes questions. Ça se résume dans votre dénomination. Ici, nous avons 4 pouvoirs reconnus dans la Constitution. Le président de la République comme institution, le Parlement, le pouvoir législatif. Vous avez le gouvernement qui est l'exécutif et les cours, les tribunaux qui est le pouvoir judiciaire. Okay? La Constitution dit que tous ces pouvoirs sont libres et indépendants. Aucun autre pouvoir ne peut s'infiltrer ou s'impliquer dans les dossiers de telle ou telle autre chose. Mais quand vous allez au niveau du Sénat, qui est la chambre la plus prestigieuse de notre Parlement, la haute chambre, pour que quelqu'un la dirige comme chambre, comme Sénat, pour que quelqu'un dirige notre Sénat, il faut que ça vienne du chef de l'État. Vous prenez cette en tant qu'autorité morale de l'Union sacrée. Vous êtes dans la politique d'autorité morale? Moi, je ne suis pas dans cette politique-là, malheureusement. Vous êtes, vous, dans cette logique-là? Mais il le fait à ce titre-là. Est-ce qu'il doit le faire comme cela? C'est lui qui décide. Ces sénateurs-là, ce sont des sages du pays. Ils ne sont pas capables d'avoir 5-6 personnes en compétition et porter leur choix librement. Vous pensez si ça ils n'ont pas ces capacités? Si ça m'a passé, c'est parce que quelqu'un aurait décidé? Mais bien sûr, c'est Tshisekedi qui a décidé. Mais vous avez vu des vidéos. Les sénateurs. En plus, les Congolais les Congolais n'ont pas la fierté, voilà. Hein? Les sénateurs, tous sénateurs que vous êtes, et vous dites, nous attendons le mot d'ordre du chef, nous attendons les tickets de l'Union sacrée. Donc vous êtes incapable de vous choisir librement qui peut vous diriger. Voilà où nous sommes ridicules nous-mêmes. Est-ce que le chef de l'État était contraint de céder le Sénat à Sama Lukonde? Non, mais attendez, non, la question... Ou il était lié par sa promesse? La question c'est celle que je me pose tous les jours. C'est un peu le concept que nous avons lancé, nous, le mouvement de réveil des prises de conscience. Je vous pose la question, je dis, êtes-vous fier d'être Congolais? Ou, attendez, au mieux, êtes-vous fier d'être journaliste au Congo, Congolais? Que les médecins se posent cette question-là. Vous êtes médecin, êtes-vous fier d'être médecin congolais au Congo? Voilà. Êtes-vous fier d'être colonel d'armée, d'être magistrat, d'être sous-lieutenant, d'être caporal, d'être général d'armée, d'être policier congolais au Congo? Que chacun réponde à cette question. Êtes-vous fier d'être taximan congolais au Congo? Êtes-vous fier d'être enseignant congolais au Congo? Voilà. Que chacun se pose la question dans le domaine où il se trouve. Et si vous êtes fier, continuez, bonne chance. Mais si vous dites que je ne suis pas fier, est-ce que c'est pas vous le responsable? Monsieur Tshisekedi, êtes-vous fier d'être président congolais au Congo dans votre pays? Répondez à cette question. Madame Mama Soumignan, avec tous mes respects, êtes-vous fier d'être première ministre congolaise au Congo? Que chacun se pose la question. Et si la réponse est donnée positivement, gloire à Dieu. Si elle est négative, posez-vous la deuxième question. Est-ce que ce n'est pas vous le responsable? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans ce pays, aucun secteur ne marche. Et personne ne se préoccupe. Personne. Alors, vous voyez l'Union sacrée enfin voler un éclat d'ici quelques mois? L'Union sacrée, parce qu'il y a la guerre, la guerre 2028. Une réponse qui va vous surprendre. L'Union sacrée n'a jamais existé comme pensée politique.
Alors c'est quoi? Jamais. Je vous pose la question. Vous voyez Bemba, vous voyez Kamere, vous voyez Mbosso soutenir Tshisekedi par conviction? Non, c'est par intérêt, par positionnement politique, pour des raisons de privilèges. Et le monde politique, c'est comme ça. Ah, ça non, ça c'est vous là. Ça c'est au Congo, où on dit la politique, ce sont les intérêts. Quels intérêts? Voilà, c'est ça. On ne fait pas la politique, s'il vous plaît, on ne fait pas la politique pour se positionner, pour des privilèges. Non, on fait la politique pour être au service de l'autre. Moi, j'ai bousillé ma carrière de journaliste. Je peux vous dire Brillant, talentueux journaliste que vous étiez. Je peux vous dire que j'étais mieux payé, mieux nanti, mieux logé qu'aujourd'hui. Mais je regardais mon pays. Où partait ce pays? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40, dans 50 ans, personne ne sera ici. Et quand on parlera de nous à cette époque-là, quand vos petits-enfants vous poseront la question, Pépé Gédéon, dites-nous, en 2023, vous étiez journaliste? Vous allez répondre, oui, mon petit-fils. Dites-nous, Pépé Gédéon, ces élections-là, c'est à votre époque. Vous allez nier, vous aurez honte. Mais maintenant, les gens se tapent la poitrine d'être sorti président de là, d'être député, c'est sorti de là. Mais quand vous diront, vous étiez député en 2023, vos petits-enfants-là, qui parleront français plus que vous, qui auront peut-être plus que l'Internet. Ah, ça c'est... Quand ils vous présenteront ces images-là, vous étiez député élu en 2023. Mais Pépé, ça, ce sont des élections. C'est ce que vous appeliez, vous, à votre époque, élection. Et les Congolais ne voient pas ça. C'est ça notre problème. On ne voit que ce que nous sommes aujourd'hui. On ne voit pas ce qui était hier. On ne sait pas voir qu'est-ce qui sera demain. C'est ça notre problème. Si on prend conscience, mon frère, si on se réveille réellement, on peut relever les défis. Et dans peu de temps, le Congo peut démarrer. Est-ce que Tshisekedi qui est pris en sandwich par l'Union sacrée ou c'est le contraire, selon votre analyse? S'il est pris en sandwich par l'Union sacrée, c'est qu'il n'en est pas l'autorité morale. En même temps, même le concept d'autorité morale, je ne mange jamais. C'est quoi la morale? C'est le moral ou la morale? On parle de quelle morale? Parce que quand vous dites morale, c'est vos capacités psychopédagogiques. C'est vos capacités de résonance, de réflexion. C'est au-delà de ce que vous pensez prendre comme engagement politique, comme conviction. Mais excusez-moi, je ne vois pas Bemba derrière ça pour choisir Tshisekedi comme autorité morale. Excusez-moi, je ne vois pas Kamere. Je suis désolé. Je ne vois pas Moussa ou tous ceux qui sont derrière lui. Est-ce qu'ils ne prennent pas le chef de l'État en tenaille quand on voit comment la distribution de postes se réalisait dans le cadre de l'Union sacrée? Tout le présidium s'est retrouvé. Gédéon, si nous disons oui, le chef de l'État est mal barré parce qu'il est pris en tenaille, vous confirmez ce que j'ai dit, il y a un manque de leadership. C'est tout simplement ça. On va conclure par là. Beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de bonnes choses à dire avec Jacques Ndala. Ça a toujours été un réel plaisir de l'avoir sur notre plateau. Votre dernier mot? Je vais juste choquer quelques personnes parce qu'en fait, je voulais vraiment parler de certaines choses ici, mais malheureusement, on n'a pas eu assez de temps. Oui, c'est la télévision. Prochainement, on va savoir. Vous savez, on nous a mis certaines choses dans la tête. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, par exemple, patati patata, faire très attention. Il semble qu'on avait reçu à une certaine époque un vaccin qui aujourd'hui se transforme en cancer de poumon. Okay. Oui, ou cancer de quel vaccin parlez-vous? Je ne sais pas. J'ai entendu les gens parler. J'ai entendu les gens dire non, ne prenez plus de vaccin parce que, évidemment, ceux qui meurent aujourd'hui, la génération toute au poison, ce n'est vraiment pas du poison. On nous habite dans la tête, nous, ici. Et moi, et vous aussi, vous et moi, évidemment, dans ce pays-là, que manger les poulets était mieux que manger les matembele. Vous savez? Allez poser la question à votre enfant à la maison. Le 31 décembre, qu'on a maman tembelete, qu'on a ma pondute, l'amba soso. C'est ce qu'on nous a fait entendre, qu'on nous a mis là-bas. Mais il faut dire à nos enfants que matembele, pondu, dongon, et l'équipe taba. Et l'équipe soso, surtout soso. Mais il y a aussi une question de préférence. Non. Le latin se disent... Je parle de quoi? Des nutriments. Hein? Il y a un terme là, les diététiciens savent comment dire ça. Mais c'est pas possible, ça va. Donc, les avantages, voilà, en termes de nutrition. Les vertus. Des vertus, voilà. Voilà. Quand vous mettez le poulet que vous achetez dans vos supermarchés et vous prenez le matembele au coin là, en termes de vertus, en termes d'avantages dans le corps, il n'y a pas à comparer avec vos trucs là. Et ce sont des choses qu'il faut mettre les enfants aujourd'hui dans nos têtes.
On nous a tellement trompés, on nous a tellement menti, même dans les détails. Faisons très attention. Réveillons-nous, prenons conscience. Il est important. Le mouvement de réveil des prises de conscience est un mouvement qui arrive pour vous conscientiser, à prendre conscience et à être fier de ce que vous êtes, en vous posant évidemment tout à fait au préalable la question de savoir, êtes-vous fiers d'être ce que vous êtes dans ce pays, le pays de vos ancêtres? Des sujets importants que nous semblons banaliser ici. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, vous avez été tatillon. Parce que nous faisons tout avec autant de légèreté. C'est ça, le dommage, problème. bien dommage, c'est bien dommage. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans le cadre de cette émission, en tout cas qui a retrouvé sur notre chaîne YouTube et à travers d'autres canaux aussi de communication. En tout cas, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Ici, nous avons besoin de détails. Ici, nous vous proposons ce qu'il y a de mieux à vos oreilles. En tout cas, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.